J'enregistre, voilà. J'enregistre, je partage, je relance ça. Je, si ça tient. Voilà, vous arrivez à voir? Oui. OK. Alors, la photogrammétrie, pour dire les choses, est une technique qui est aussi ancienne que que la photographie. C'est-à-dire que dès que l'on a inventé l'appareil photo, on s'est dit, tiens, si on met deux appareils photo côte à côte, si on les met à distance de 8 cm, par exemple, qui sont les distances entre deux yeux, c'est une moyenne, hein. Vous pourrez mesurer vous-même si c'est 8 cm, un petit peu plus, un petit peu moins. Eh bien, quand on met ces deux appareils côte à côte, ça fait comme deux yeux. Et puis, l'image obtenue peut être stéréo, c'est-à-dire qu'elle peut être en relief. Et si elle est en relief, on peut mesurer des différences de positionnement d'objets sur la photo et grâce à ça, pouvoir finalement travailler sur la profondeur. Alors, cette technique, elle est arrivée, donc, comme j'ai dit, elle est aussi ancienne que la photo. Donc, elle a évolué avec le temps, elle a pris un peu d'élan avec la Première Guerre mondiale, où on a utilisé cette technique pour photographier en relief le champ de bataille, et puis d'avoir des informations par rapport au champ de bataille. Et puis, après, la grande évolution s'est faite évidemment avec l'arrivée des outils informatiques. Et là, ce que je vais vous évoquer, c'est comment c'est arrivé dans le grand public, finalement, et comment ça a fait bouger les choses dans le grand public. Alors, assez étonnamment, finalement, euh, la, le but, enfin, la façon dont on l'utilise maintenant n'est pas celle qui était prévue au départ. Enfin, disons, il y a eu une autre façon de communiquer vis-à-vis du grand public. Et la première, c'est celle que vous voyez ici, où on utilisait cette technique pour placer des photos dans l'espace et pouvoir se promener à l'intérieur de ces photos. Donc, vous imaginez, on avait une sorte d'espace virtuel et on pouvait se promener dans ces photos, zoomer, etc. Et, euh, et en fait, quand on regardait ce qu'il y avait dessous, il y avait un nuage de points 3D. Et très vite, on s'est dit, mais tiens, ce serait plus intéressant d'avoir le nuage de points 3D que les photos, parce qu'avec ce nuage de points, on peut faire vraiment de la 3D. Et puis après, vous avez, alors je vais voir si la vidéo passe, vous avez Autodesk qui a sorti cette application, 1, 2, 3D Catch, qui était une application grand public, où l'idée, justement, c'était de pouvoir très rapidement, très facilement créer de la 3D. Et l'idée, c'était de, à partir de cette 3D, de faire de l'impression. Donc, le service, en fait, était gratuit. Le logiciel était gratuit. L'idée, c'était de dire, bah, chacun va pouvoir imprimer sa figure, des objets, etc. Alors, le principe, et c'est celui que vous allez utiliser quand vous allez tester cette opération, c'est de faire des photos avec un fort recouvrement. C'est-à-dire que, en fait, comment ça marche au niveau technique? Vous prenez une photo et vous prenez une autre photo légèrement décalée, mais très légèrement décalée, et le logiciel va comparer des points remarquables à l'intérieur de la première photo qu'il va essayer de retrouver sur la deuxième photo. Et en calculant les distances qu'il y a dans l'image entre la première et la deuxième photo, il va imaginer finalement la profondeur. Donc ça, c'est une simple trigonométrie, hein, mais le principe, c'est ça. Alors, comment on prend les photos quand on est sur un système, sur un site, par exemple? Là, vous avez un site archéologique, imaginez qu'on trouve une pierre remarquable. En fait, on va tourner autour de l'objet et puis on va, comme ça, prendre un maximum de photos. Alors, quand je parle de maximum, là, pour des objets comme ça, on va parler de 30 à 50 photos et on peut se rapprocher pour aller vers des détails. Si vous faites une maquette, par exemple, j'évoquais votre maquette d'études que vous prenez en photo et que vous pouvez avoir après pour naviguer en virtuel. De la même façon, vous aurez entre 40 et 50 photos pour la maquette. Il faut réussir à couvrir tous les angles. Alors, vous voyez que ce qui résulte, c'est une sorte euh, de bol ou de parcours que l'on fait autour du sujet. Vous voyez les rectangles bleus ici, ce sont tous les points de vue qui ont été pris.
toutes les positions de l'appareil photo. Alors, il y a des choses qui marchent bien, et puis il y a des choses qui ne marchent pas très bien quand on fait de la photogrammétrie. Ce qui ne marche pas très, très bien, c'est tout ce qui est brillant, tout ce qui est noir, tout ce qui est blanc, tout ce qui est très, très fin. Ça ne marche pas très, très bien. Et on va vite comprendre pourquoi. C'est que ce qui est noir, ben, on a du mal à trouver des points remarquables. Et ce qui est blanc, c'est pareil, c'est difficile de trouver des points remarquables. Et quand c'est brillant, ben, si vous regardez un objet brillant autour de vous, vous allez remarquer que ce que l'on appelle les spécularités, donc les points spéculaires, alors que c'est un mot savant pour dire les points où ça brille, en fait, les points spéculaires vont bouger. Donc, si par exemple, je prends, qu'est-ce que j'ai autour de moi de brillant? Je vais prendre cette bouteille, par exemple. Vous voyez, si je regarde, je l'observe, je la prends dans la main, et puis je regarde les points de reflet, les points de brillance, je vois qu'ils se déplacent. Donc, s'ils se déplacent, le logiciel va être confus. Il ne va pas savoir comment les positionner correctement. Alors, vous voyez que ça donne ça, et ça, c'est une petite histoire qui m'est arrivée lors d'un chantier où je devais relever un bateau. Et en fait, vous voyez, le bateau était tout rouillé au départ, donc j'étais bien content parce que là, j'étais sûr que ça allait bien marcher. Et le jour où je suis arrivé, eh ben, le bateau avait été repeint en blanc et en noir et en brillant. Vous imaginez un peu la catastrophe pour moi. Là, c'était impossible de faire quoi que ce soit, puisque j'avais absolument toutes les conditions les pires pour pouvoir travailler. Ce que j'ai fait alors que le propriétaire du bateau était parti déjeuner, vous voyez, c'est que j'ai dessiné sur le bateau avec la craie, j'ai fait plein de marques et grâce à ça, j'ai pu faire mon relevé qui a très bien marché. Et le propriétaire était étonné de me voir ensuite nettoyer son bateau. Il croyait que j'aimais trop son bateau, c'est pour ça que je le nettoyais encore plus. Alors que c'était simplement des marques que j'enlevais. Quand on fait de la photogrammétrie, on n'a pas toujours des solutions ou des situations idéales. Vous voyez, là, c'est un autre bateau qui est sur un chantier très compliqué. Et puis, vous voyez qu'il a fallu faire avec les échafaudages, avec les personnes qui travaillaient, avec les bâches, etc. Et puis, après quelques temps de travail, vous voyez, tout est propre, nickel, impeccable. Donc ça, c'est juste du nettoyage de la géométrie. Et un très, très grand réalisme, puisque là, vous avez de la 3D. Alors, ça marche même pour des objets complexes. Vous voyez une machine ici, et je vous la remontrerai avec un autre outil que vous allez pouvoir tout de suite tester après. Vous voyez comment ici, j'ai, malgré des engrenages, des roues très compliquées, voilà, j'ai un bel objet 3D. Alors, ce qui marche très, très bien, ce sont les objets en pierre, par exemple. Ça marche très, très bien. C'est très simple. Donc, les chapiteaux, les détails, tout ce qui est… les archéologues utilisent le terme de lapidaire, par exemple. Lapidaire, ça veut dire toutes les pierres d'une construction qui ont été défaites et qui sont tombées à côté de la construction. Donc, on les a à côté. Si elles n'ont pas été volées, on peut les photographier et puis après, on peut même reconstituer virtuellement le bâtiment. Ça marche très, très bien. Ce qui marche très, très bien, et on avait Mathieu qui se proposait de le faire, c'est du paysage. De faire voler un drone au-dessus d'un paysage, ça marche très, très bien. Des détails, ce n'est pas une question d'échelle, et l'architecture, ça marche plutôt bien. Là, dans l'image en bas à droite, on a un cas très particulier, très difficile en fait. Il faut réussir à faire en sorte que les pierres soient bien jointoyées, enfin, que la texture corresponde bien aux pierres. Enfin, des petits détails techniques là, un peu rigolos à faire. Alors, quel logiciel on peut utiliser? En fait, le choix va se faire sur plusieurs critères. Un des critères, c'est la puissance de la machine, et l'autre critère, ça va être éventuellement sur la complexité des scènes. Alors, Autodesk a mis en ligne des logiciels que l'on peut utiliser. Vous pouvez les utiliser parce que vous avez les licences Autodesk gratuites, mais c'est limité à 200 photos, donc ça peut être un peu court dans certaines situations. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas dépendant de la puissance de la machine, puisque c'est Autodesk qui fait le calcul pour vous. Donc, vous envoyez vos photos et vous récupérez la 3D. Alors, le site s'appelle Recap. En fait, il installe plusieurs outils, dont Recap, qui permet de faire cette opération et puis de faire le suivi. Et un peu Après, il y a un autre logiciel alors, qui s'appelait auparavant Photoscan, qui est le plus facile à utiliser et le plus performant, mais qui, lui, est dépendant de la puissance de la machine.
Donc, si vous avez une machine puissante, là, vous avez un logiciel qui vous permet de suivre les opérations. Alors, imaginez, vous avez fait toutes vos photos. Là, vous voyez dans l'image l'ensemble des photos. Alors, pour ce cas, on voit, j'ai 80 90 photos qui ont été utilisées pour faire ce petit objet. Et on a des opérations qui se font en plusieurs temps. D'abord, on crée un nuage de points très léger qui vont permettre de repérer les photos. Ensuite, un nuage de points dense. Il y a des points, c'est ce qu'on voit dans la deuxième vignette, qui sont tellement serrés qu'on a l'impression que c'est plein, mais en fait, ce sont plus juste des points. Ensuite, il y a un maillage. Donc, ça veut dire qu'on raccorde tous les points pour faire des faces. Le maillage peut être coloré et ensuite, on va appliquer une texture. Donc, ça veut dire qu'on va recoller les photos dessus, ce qui va donner un aspect extrêmement précis et très, 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 très réaliste. Alors, avec MetaShep, c'est vrai que c'est un logiciel qui travaille très, très bien. Vous voyez ici, c'est un petit exemple qui a été fait juste avec un téléphone portable dans la rue, rapidement, quelques photos, clac, clac, et puis j'avais le bâtiment déjà en 3D. Après, il y a d'autres logiciels, comme ici, celui-ci qui est Reality Capture, qui fonctionne bien. Il y a aussi celui-ci, Zephyr, alors là, j'avais mis un exemple pour montrer que ça ne marchait pas, mais en fait, maintenant, ça marche beaucoup mieux, ce logiciel. C'est un logiciel italien. Et puis après, il y a d'autres façons de capturer le réel. Je crois que Emmanuel a du mal à rester connecté. D'autres façons de capturer le réel, peut-être vous avez vu dans la presse comment on a découvert dans la jungle des temples incas ou comment on a découvert des choses qui étaient cachées, par exemple. Alors ça, c'est le lidar qui fait ça. Alors le lidar envoie un signal et peut passer à travers la cime des arbres et aller jusqu'à la terre. Et dans l'exemple qui est affiché ici, en fait, on a l'impression qu'il y a deux rivières, on est sous l'océan et c'est en fait le plancher de la mer et tel qu'il était à l'époque préhistorique. Et en fait, on peut comme ça avoir différents niveaux d'information. Si vous voulez faire un lidar, il suffit d'aller prendre les bibles de recul qu'il y a dans les voitures, vous savez, et ça, ce sont des lidars. Et avec ça, on peut faire un petit système. Sinon, vous avez le laser. Le laser, tout le monde connaît à peu près. C'est une technique qui est extrêmement fiable, robuste et précise, mais elle est très chère puisque l'achat des appareils, on est en euros, plutôt au-dessus de 100 000 euros pour un équipement de base. Donc, c'est un ticket d'entrée qui est quand même relativement élevé. Mais sinon, il existe d'autres appareils plus légers comme celui-ci, donc là qui valent un tiers du prix. Et puis, voilà, avec d'autres systèmes maintenant qui se transportent à la main ou qui sont même sur une sorte de drone. Et si vous avez des relevés dans des situations à risque, vous voyez, vous avez même le chien, le petit chien là, de Boston Dynamics, Kit Dynamics, qui vous permet d'aller un peu partout. Donc, on est presque dans des systèmes de science-fiction. Et puis, alors ça, c'est ce que faisait Matthew l'autre jour, c'est utiliser une caméra 360. Là, ça marche plutôt bien. Et puis, pour des intérieurs, par exemple, euh, c'est utilisé dans l'immobilier maintenant, ça commence à être utilisé dans le patrimoine. Euh, Vous avez des systèmes comme ça qui enregistrent avec la caméra et qui vous font le plan automatiquement. Donc ça, là encore, il y a un petit côté magique. Là aussi, avec ce système Matterport qui, lui, est payant, le précédent était gratuit. Donc là, vous vous promenez dans le bâtiment et après, vous avez le plan qui est dressé automatiquement. Alors ça, quand vous avez des stages, si vous maîtrisez un peu la technique, ça peut être quelque chose qui peut être négocié, hein, je puis dire, si vous travaillez pour quelqu'un et vous dit que vous savez faire ce genre de choses, ça peut être une valeur ajoutée intéressante. Voilà, après, au niveau de la photogrammétrie, on fait plein de choses. Alors là, pour les archéologues, ce sont des choses qui leur sont très utiles. Par exemple, faire des coupes, faire des orthophotos, calculer des volumes. Ça, je l'avais fait sur un chantier archéologique, par exemple, où j'avais fait des photogrammétries de l'avancée de la fouille. Et puis après, j'avais recalculé finalement ce qui avait été enlevé et on voyait quelque chose qui est impossible finalement, l'espèce comme un seau qui a été dépoté là.
le résultat. Vous calculez ici, c'était un cas où il y avait un trou, il fallait calculer, savoir si ce que l'on trouvait à côté comme remblai correspondait au trou. Voilà, donc photogrammétrie du trou, on calcule le volume et puis on compare. La photogrammétrie, c'est une technique qui évolue très très vite et vous avez effectivement la différence là, à 4 ans d'intervalle avec le même jeu de photos. Ce sont les mêmes photos qui ont été utilisées et on voit qu'il y a 4 ans, c'était un peu balbutiant encore. Enfin, c'est un peu plus de 4 ans. Là, on doit être à 8 ans plutôt. Parce que j'avais fait cette image il y a quelques temps. Et là, recalculer avec les mêmes photos, vous voyez que le résultat est plutôt satisfaisant. Alors, ce qui marche très bien, on l'évoquait tout à l'heure aussi, c'est de faire le relevé par le drone. Ça a été, donc c'est la batterie de la Reine à Maurice. Et puis, vous voyez, le drone a survolé le site. Et puis là, vous avez la 3D. Donc ça marche très, très bien. Je vous le remontrerai autrement tout à l'heure. On avait fait aussi en S4, il y a 3 ans maintenant, je crois, un relevé, puisque vous savez, à Maurice, on n'a pas toujours les éléments d'urbain. Donc, pour faire le relevé, vous voyez, un petit coup de drone autour de la maison que l'on souhaitait avoir, ce qui nous a permis d'avoir une base pour pouvoir modéliser ensuite. Et puis, ce qui a été fait l'année dernière, vous voyez, donc avec le drone a photographié la tour Martelot dans son ensemble. Et ensuite, avec la caméra 360, j'ai fait l'intérieur. Et donc, après, les deux peuvent être assemblés. On a assez d'éléments pour pouvoir assembler les deux, puis pour avoir l'intérieur et l'extérieur, et donc avoir l'épaisseur des murs et avoir tout un tas de renseignements particuliers. Et ça nous permettait de voir en même temps comment les constructions nouvelles grignotaient le site archéologique et le mettaient en danger. Ça, c'était assez terrifiant. Voilà, et puis après, une fois que vous avez votre 3D, vous pouvez jouer avec les outils que vous connaissez bien, que vous savez déjà utiliser, comme Twinmotion, par exemple. On peut mettre le nuage de points, on peut mettre le résultat de la photogrammétrie dans Twinmotion. Et là, vous voyez, vous vous déplacez en temps réel, vous pouvez enrichir en rajoutant des arbres, des éléments, vous pouvez recréer le décor. Donc ça, après, vous pouvez vraiment organiser une visite virtuelle très, très dynamique. Et vous savez qu'on peut brancher Twinmotion avec un casque virtuel. Et là, c'est encore mieux. Et puis, on peut utiliser Spatial, donc on l'évoquait tout à l'heure, pour faire une sorte de galerie de visite accessible à tout le monde. Et ce qui est très, très intéressant avec Spatial, c'est qu'on commence à se poser la question de la taille de ce que l'on montre, comment on montre un paysage, comment on montre des détails, comment on montre des éléments comme ça. Donc ça, on va vous inviter, je dis inviter pour ne pas dire imposer, de le faire pour les projets dès qu'ils vont commencer à mûrir, pour que l'on puisse avoir ces visites. Et puis, comme on travaille avec les étudiants indiens, le fait que les étudiants indiens puissent revenir sur vos sites, regarder et étudier. Voilà, alors maintenant, c'est la grande chose, ce sont les avatars, puisque quand on utilise Spatial, on utilise un avatar. Vous savez, donc, il y a une entreprise à Nantes qui a une espèce de cabine téléphonique comme ça, qui fabrique automatiquement des avatars par photogrammétrie et qui sont utilisés pour, par exemple, être dans des jeux vidéo, pour faire pour tout un tas d'applications. Donc, on a travaillé avec eux. Et puis, on utilise le Quest. Par exemple, c'est un exemple de ce que l'on a fait avec les collègues américains sur un site patrimonial en Floride. Et vous voyez, c'est une façon d'apprendre à aller sur le site. Alors, si tout ça vous intéresse, on peut pousser assez loin. Vous voyez comment on peut avoir des renseignements. Donc, on est sur le site qui a été relevé en photogrammétrie puis au laser. Et puis après, on véhicule dedans. Donc, l'école a des casques. Ça veut dire que ça nous est accessible maintenant. Je crois qu'on peut voir ici aussi. Voilà, ça, c'était la maquette du site. Notre grande question, c'est... Hop, là, on est dans le site. C'est toujours pareil. C'était pour apprendre l'architecture en même temps. Donc, vous voyez, il y a un côté didactique qui est intéressant. Et puis, pour notre site, par exemple, il y a un site patrimonial, on pourrait se dire, tiens, on pourrait faire ça. On pourrait suggérer qu'il y ait une visite virtuelle, une reconstitution selon certaines époques.
voilà une bonne idée de stage, par exemple, que l'on pourrait proposer à qui de droit. Voilà, ce sont d'autres vues. Et puis après, tout ça dans Spatial. On a mis ça dans Spatial aussi pour créer plus d'interactivité. Voilà, alors je vais arrêter là pour la partie théorique. Au niveau des logiciels, parce que ça va être la grande question. Donc, au niveau des logiciels, on peut utiliser plusieurs logiciels. Donc, il y a MetaShape que j'évoquais. Et puis, alors, MetaShape est payant. Euh, Comme il est payant, alors je suis en train de regarder parce que je vais vous trouver un petit tuto. Euh, MetaShape est payant, mais bon, on peut avoir une version démo. Euh, euh, voilà. Donc, je vais vous repartager l'écran avec page web. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est ce que l'on peut faire avec MetaShape. J'ai fait des tutos comme ça. Vous commencez à être un peu familiarisé avec les tutos. Donc, je fais des tutos pour tout. Mais vous savez, faire des tutos, évidemment, c'est de la matière d'apprentissage. Et c'est aussi pour moi un pense-bête. Et je vous invite vraiment, quand vous êtes sur des questions assez techniques, de faire de la même façon, des copies d'écran, vous commentez tout ce que vous faites, parce que sur le moment, vous y arrivez bien, et puis après, quand vous revenez quelques semaines plus tard, vous dites, ah mince, comment je faisais pour faire ça? Donc, c'est toujours bien de faire ces descriptions, finalement, de comment on fait. Donc, vous voyez ici, c'est une façon de dire, donc j'avais le film, on va voir si Matthew nous passe ses films, on va pouvoir faire de la même façon, vous allez pouvoir essayer de faire de la même façon. Donc, les films, on ne peut pas toujours les mettre directement dans les logiciels. Des fois, il faut séparer en images. Donc là, j'utilise un logiciel spécifique qui va me permettre de sélectionner les images. Bon, c'est fait automatiquement. Hein, c'est pas du tout fatigant ni pénible à faire. Donc, je vais dire que je vais faire toutes les 10 images, par exemple, ou toutes les 1 seconde. Là, c'est le test qui a été fait dans Recap, donc le logiciel d'Autodesk qui est gratuit et puis que vous pouvez, enfin gratuit pour vous, si vous vous enregistrez à nantes.archi.fr. Et puis là, vous avez une licence étudiante et vous pouvez l'utiliser facilement. Et vous voyez que le résultat hop, vient relativement proprement et sans que votre machine soit essoufflée puisque ça a été calculé en ligne. Voilà, après, on peut revoir. Alors, évidemment, quand on regarde à l'image, on dit, ouais, c'est génial, c'est magique. Après, quand on regarde le maillage, évidemment, tout est continu, c'est-à-dire que, et c'est souvent le cas à Maurice, on a beaucoup de végétation. Donc après, il y a un peu de jardinage à faire pour enlever les arbres et puis reconstruire les choses. Donc on a le choix, soit on garde la 3D telle quelle, soit on se dit, bah, ça me sert de base et puis je reconstruis dessus plus rapidement. Là, c'est la même chose, la même technique avec MetaShape. Voilà, et puis on a le résultat qui est un peu plus propre quand même. MetaShape, de toute façon, donne les meilleurs résultats. Et vous voyez, puis là, c'est la reconstruction avec SketchUp à partir du fichier qui est là. Ça, c'est plutôt facile à faire et rapide. Et dans SketchUp, éventuellement, on a la technique qui est projetée d'après photo. C'est encore une autre technique. Ce n'est pas la photogrammétrie, mais c'est toujours bon à savoir. Où vous allez utiliser quelques photos et vous pouvez redessiner directement sur le modèle. Ça marche pas mal. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire aussi, et ça c'est une chose plutôt très très intéressante, c'est que depuis cette année, je ne crois pas que ce soit plus ancien, c'est vraiment très très récent, on a un logiciel qui est gratuit et qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc, si vous allez sur le site Luma Labs AI, en fait, vous avez la possibilité d'utiliser, là, je vais arriver chez moi, d'utiliser le logiciel pour faire vos calculs. Alors, je vous remontre la même maison que celle que vous avez vue. Alors là, j'ai chargé le film parce que le site admet que l'on puisse mettre des films. Je vais, voilà, et puis là, j'ai le modèle 3D. Alors, qui ne va pas être aussi précis que MetaShape,
mais quand même qui va donner des choses plutôt intéressantes, enfin, qui vont nous permettre en tout cas de bien voir ce qui se passe et puis de pouvoir retravailler à partir de ça. C'est cadré de cette façon-là. Je pense que je peux ouvrir. Est-ce qu'il y avait plus? Non, là, il n'y avait pas plus. Il y a des cas où on voit plus de paysages, ou alors, voilà. Là, j'ai la 3D mélangée avec la photo pour pouvoir mieux voir le site encore. Et puis, on peut partager, vous voyez, pour le communiquer à d'autres ou pour les intégrer dans le projet. Donc, la maison, un autre exemple de la maison. La prise de vue était un petit peu différente. Voilà, donc la modée, ça. Je regarde juste si j'ai beaucoup coupé. Non, là, je ne vais pas beaucoup couper. De la même façon, on peut voir, hein, vous pouvez tourner autour du modèle à la souris. Donc ça, c'est plutôt simple. Et puis, je vous montre le paysage de tout à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est la façon dont il a interprété la mer. Là, c'était un peu troublant visiblement pour le logiciel, vous voyez. Mais en même temps, c'est pas trop mal. Donc là, c'est un grand paysage qui a été pris. On a juste des choses en l'air, là, mais ça, à la limite, ce que je peux faire, c'est couper. Je peux recadrer mon sujet ici avec cette boîte. Comme ça. On va prendre trop de ciel parce qu'il y avait des choses moches. Mais ça va. Pas trop non plus, parce que là, il y a des choses bizarres aussi. Petites erreurs à nettoyer après. Voilà, et puis j'avais un autre morceau par là. Ah, ok. Et voilà, là j'ai mon modèle de nettoyer, vous voyez. Là j'ai l'ensemble du site. Et après, si je veux télécharger, j'ai juste à appuyer sur le bouton ici, télécharger, et puis je vais pouvoir télécharger dans des formats objets ou des formats scène, où là je vais avoir toute la scène avec le PLY. Donc là, vous pourrez tester les deux. Et puis, voilà, on va même pouvoir aller jusqu'à nos éléments de cette année. Donc là, j'ai récupéré les photos qui étaient sur le site de Mathieu. Je ne pensais pas que ça allait marcher, mais en fait, ça a marché. Voilà ce que ça donne. Donc là, les photos, a priori, vous pouvez les récupérer. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir refaire vous-même le test. Et quand on regarde le résultat final, voilà, j'ai la tour. Alors, si j'ai fait le calcul aussi avec MetaShape, j'ai beaucoup plus de détails au niveau de la texture. C'est beaucoup plus propre au niveau de la texture. Mais là, c'est déjà pas mal et ça l'a fait en quelques instants. C'était vraiment très, très rapide pour avoir la cheminée ici, la tour. Françoise, elle va me râler dessus dans un instant en disant que j'utilise les mauvais termes. Je- Et, et voici pour l'autre. Voilà, il a pris. C'est marrant parce qu'il a pris tout le paysage. C'est beaucoup plus large. Bon, c'est pas très précis, hein, mais il a pris le paysage. Et puis, on a quand même bien l'objet. Et après, si je veux, je vais pouvoir le recouper. Ça, c'est intéressant parce que c'est gratuit, c'est vraiment très facile. Alors, je vous montre comment on fait quand vous allez vouloir récupérer les photos. Ah oui, si, je vais vous montrer la petite mécanique, parce que ça, c'est assez épatant. Laurent, les photos de la cheminée, etc., c'était des photos de drone ou bien des photos prises par une caméra à terre? Je pense que c'était des drones parce que ça montait le long de la cheminée. D'accord. Mais en photo, pas en vidéo. Je pense que ce sont des photos qui ont été prises par le drone ou de la vidéo extraite. En fait, je ne sais pas. Ok, J'ai vraiment... d'accord.
Parce que là, je ne crois pas pouvoir, une fois que c'est monté sur le site, euh, est-ce que j'ai ici le… Il faudrait que je vois si j'ai le site. Vous avez accès au site de Mathieu ou pas? Il faudrait que est-ce que j'ai le site? C'était… je ne sais plus comment il s'appelle son site. Je vais avoir dans un instant. Donc, si vous voulez faire, en fait, c'est très simple. Vous avez juste à faire Create New. Et puis après, vous avez deux possibilités. Soit vous chargez un film, une vidéo. Donc là, elle doit être au format MPEG ou au format MPEG 4 ou MOV. Soit vous chargez des photos qui doivent être compressées dans une archive zip. Après, c'est tout simple. On donne un nom, on sélectionne les photos, on dit si c'est normal ou fisheye. C'est plutôt normal. On fait upload et on attend et le calcul arrive. Voilà. On ne peut pas faire plus simple que ça. Et si pour l'instant la résolution, surtout des textures, est parfois un peu moyenne, en revanche, c'est très très efficace. Et surtout, comme c'est de l'intelligence artificielle, il est capable de compléter des éléments manquants, ce que ne font pas les autres logiciels. S'il voit que pour passer d'une photo à l'autre, il aurait bien voulu avoir 2-3 détails supplémentaires, il va les deviner en fait en fonction des éléments qu'il a de contexte et il va pouvoir compléter l'ensemble. Voilà en gros